Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Planétaire, l'émission qui traite des questions environnementales en Afrique de l'Ouest. Cette semaine, Planétaire s'intéresse à ce cri d'alarme de Terra Africa. L'ONG s'inquiète des changements climatiques qui mettent en péril la vie humaine et les moyens de subsistance en Afrique de l'Ouest. Plusieurs journalistes ont été outillés sur les bonnes pratiques et les initiatives innovantes locales dans la bataille contre les effets du changement climatique en Afrique, occasion saisie par le ministère de l'Environnement au Sénégal pour faire le point sur l'état du changement climatique et les mesures d'adaptation dans le pays. Nous serons dans la première partie de ce programme avec Gabriel Pierre Diomaye Ndiaye de la Direction du changement climatique, de la transition écologique et des finances vertes au ministère sénégalais de l'Environnement. Dans la seconde partie de ce magazine, nous allons parler de bioculture. Le premier sommet de la jeunesse africaine sur la diversité bioculturelle s'est tenu au Togo. Plusieurs pays ouest-africains et du centre ont pris part à cette rencontre, un moment d'exposition des pratiques agricoles en lien avec différentes réalités culturelles. On va en parler avec Komlan Adossou, président de l'ONG Les Jeunes Alliés de la Nature. Planétaire, le futur de l'environnement commence ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. La crise climatique touche la planète entière, mais atteint des niveaux inquiétants sur le continent africain. Inondations, sécheresse extrême, tempêtes, crise humanitaire ou encore appauvrissement des écosystèmes. Les conséquences sont multiples pour les États comme pour les populations. Selon Terra Africa, l'ONG a outillé plusieurs journalistes sur les bonnes pratiques et les initiatives innovantes locales dans la bataille contre les effets du changement climatique en Afrique. Des journalistes en provenance du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry et du Sénégal. Plusieurs ateliers ont eu lieu lors de cette formation, occasion saisie par le ministère de l'Environnement au Sénégal pour faire le point sur l'état du changement climatique et les mesures d'adaptation dans le pays. Nous sommes justement avec Gabriel Pierre Diomaye Ndiaye de la Direction du changement climatique, de la transition écologique et des finances vertes au ministère sénégalais de l'Environnement. On a eu des impacts au niveau du secteur agricole avec la dégradation des terres parce qu'il y a l'Institut national de la pédologie qui a fait savoir que sur les 3 800 000 hectares de terres arables au Sénégal, les 2 500 000 hectares sont dégradés à cause de l'érosion hydrique, de l'érosion éolienne et de la salinisation. Un autre problème aussi, c'est la problématique de l'érosion côtière. Je pense qu'avec les changements climatiques, l'élévation au niveau de la mer, tout ça a entraîné beaucoup de pertes au niveau des plages, des pertes vraiment très importantes qui ont fait que même dans certaines localités, on a dû demander aux populations donc, de se déplacer, etc. Et un autre secteur aussi qui est assez vulnérable par rapport à ces changements climatiques aussi, c'est le secteur de la pêche. Parce qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, avec le phénomène d'anticyclone des Açores, avec le mouvement de upwelling aujourd'hui qui est réduit et qui fait que beaucoup de nos poissons maintenant migrent vers le nord, c'est-à-dire le Maroc, Mauritanie, car ils n'ont plus les conditions climatiques nécessaires, ils n'ont plus la nourriture nécessaire qui a été créée par cet événement de mouvement d'upwelling. Donc, ils font qu'ils sont obligés maintenant, ces poissons, de migrer vers vraiment d'autres localités. Et je pense que ça, c'était, voilà, c'est en tout cas quelques éléments brefs que je voulais un peu citer. Comment s'adapter face à l'ampleur du changement climatique? Quelle est aujourd'hui la politique du gouvernement sénégalais en ce sens? Oui, le gouvernement du Sénégal, évidemment, a très tôt défini des politiques d'adaptation. Donc, le premier a été d'abord le PANA, le plan d'action national d'adaptation, qui à l'époque avait identifié, qui a été élaboré, entre 2003 et 2006 et soumis au niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui avait à l'époque identifié 3 secteurs les plus vulnérables, à savoir le secteur de l'agriculture, les ressources en eau et les zones côtières. Donc ça, je parle de 2006. Alors, ce faisant, la politique a été mise en place et
4 programmes prioritaires sont ressortis, à savoir un programme d'agroforesterie, un programme d'utilisation rationnelle de l'eau, un programme de protection du littoral et un programme d'éducation et sensibilisation du public. Donc c'est ces 4 programmes prioritaires sur 10 ans qui ont été déclinés. Et grâce à ces programmes, parce que aussi grâce à l'élaboration de ce PANA, on a eu l'opportunité de pouvoir bénéficier d'un guichet du FEM qu'on appelle le Fonds pour les pays les moins avancés, qui avait pour objectif de financer les priorités du PANA. Alors, grâce à ce PANA, on a eu vraiment beaucoup de programmes, donc plus de 100 millions de dollars, qui ont permis quand même de financer des problèmes d'agriculture. On peut citer quelques-uns, notamment le projet d'appui aux filières agricoles qui intervenait au niveau du bassin arachidier et qui a permis en tout cas de mettre en place des ouvrages de gestion de bassins versants et de rétention d'eau dans un contexte de rareté de précipitations. On a le projet de renforcement de gestion des terres et des écosystèmes dans les Niayes et la Casamance qui a permis en tout cas de restaurer des terres qui étaient dégradées à cause de la salinisation entre autres et de la région hydrique. On a également au niveau, comment on appelle ça, on a avec le projet du fonds d'adaptation, donc le projet de renforcement de la résilience des zones côtières qui a permis de mettre en place la digue de protection de Tchaoulen et une digue anti-sel au niveau de Joal. Tout ça pour pouvoir récupérer des terres qui étaient salinisées. On a également d'autres projets après qui sont arrivés, le projet gestion intégrée des zones côtières, le projet WACA, que tout le monde connaît sur la question côtière. On a également le projet de gestion intégrée des ressources en eau, avec l'OMVS, qui est un programme transfrontalier pour les questions de gestion vraiment comment on appelle ça, des eaux du fleuve Sénégal. Alors, on a vraiment tous ces politiques, tous ces projets qui ont été mis en place pour pouvoir vraiment renforcer la résilience des populations, renforcer la résilience des écosystèmes, afin en tout cas de permettre au pays quand même d'être résilient. Il y a la question de l'harmonisation qui revient, l'harmonisation de tous ces projets et initiatives, puisqu'il y en a beaucoup. Donc la question a été soulevée lors des discussions. Comment parvenir à harmoniser tous ces projets en cours afin de parvenir à atténuer le changement climatique? Oui, ça c'est une excellente question, parce que comme vous devez le savoir, certes le ministère de l'Environnement a la mission régalienne de la politique en matière environnementale et notamment climatique. Cependant, malheureusement, parfois aussi à cause de son manque de budget, ou bien de l'insuffisance plutôt, pas manque, mais de l'insuffisance de budget qui lui est accordé, mais également de son niveau, si je peux le dire comme ça, par rapport aux autres ministères. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si le ministère de l'Environnement est classé sous le ministère de l'Agriculture, ou bien le ministère de la Pêche, etc., ce dernier, de manière hiérarchique, ne peut pas exiger ou instruire un autre ministère qui a un niveau plus élevé que lui par rapport à la classification étatique, de pouvoir vraiment avoir ce rôle d'harmoniser toutes les actions, toutes les activités en matière de changement climatique. Donc c'est pourquoi, comme solution, il serait bien en tout cas de ramener réellement, au regard de son caractère transversal, de ramener l'environnement à un niveau vraiment qui pourrait chapeauter tous les autres ministères qui interviennent sur des secteurs socio-économiques, qui lui permettra en tout cas de pouvoir jouer son rôle et de pouvoir harmoniser les interventions. Et aussi pour que le ministère, au regard quand même de sa mission régalienne, puisse avoir aussi un œil, un contrôle aussi sur tout ce qui y est fait en matière de changement climatique par un autre secteur, qui devrait, avant de mettre en place ce projet, que ce ministère de l'Environnement puisse pouvoir orienter et permettre à ce qu'il n'y ait pas aussi double emploi. Parce que c'est pourquoi j'ai dit la question est importante. Parfois on peut voir des financements pour une même activité dans une même zone. Et ça c'est parce que aussi le ministère de l'Environnement qui a la tutelle n'est pas informé un peu d'autres actions que notre ministère mène autre part. Deux ministères différents qui mènent les mêmes activités. Ouais, voilà, c'est ça, deux ministères, voilà, comme vous l'avez bien dit. Donc c'est ça malheureusement le mal.
Donc c'est pourquoi aussi il y a besoin, comme je l'ai dit tantôt, et qu'on redonne vraiment le blason au ministère de l'Environnement par rapport à ces questions-là, qu'ils puissent harmoniser et orienter les ministères. Donc tout projet, tout bailleur qui doit venir financer un projet, même dans ce secteur donné, mais concernant le climat, qu'il puisse harmoniser avec le ministère de l'Environnement pour que ce dernier puisse donner des orientations. Monsieur Ndiaye, merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. L'UNICEF s'est aussi prononcé sur la situation des enfants touchés par le changement climatique au Sénégal. Je vous propose d'écouter Lucia Sáenz Terreiro, spécialiste environnement et adaptation au changement climatique au bureau de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Parce que les changements climatiques affectent à chacune de ces vulnérabilités de façon particulière. Disons, la santé, et il y aura des maladies qui affectent déjà les enfants qui vont être plus aiguës et répandues dans des zones qui n'existaient pas avant. Et l'éducation va être affectée en termes d'accessibilité, mais également dans des capacités d'apprentissage pour les enfants. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les moyens de subsistance des familles. Donc les familles vont devenir de plus en plus pauvres et ça affecte toutes les autres choses. Et il y a les questions de protection de l'enfant, qui c'est donc quand les familles sont sous le stress des problèmes économiques, mais il y a également les questions de migration. Donc on peut voir que tout est interrelationné et tout ça affecte le bien-être et même la capacité de vivre des enfants, on va dire, n'est-ce pas? Sur le point de l'éducation, il y a plusieurs aspects. Si on vient dans un contexte là où il y a des inondations, on peut voir qu'il y a certains enfants qui ne peuvent pas accéder physiquement à l'école parce qu'il y a des routes qui sont barrées, parce qu'il y a des écoles qui sont inondées, mais même des écoles qui sont utilisées pour loger des personnes déplacées dans des circonstances beaucoup plus catastrophique, on va dire, n'est-ce pas? Il y a également l'autre question, c'est la question de la capacité d'apprentissage. Donc déjà, le stress suivi avec les changements climatiques affecte les enfants pour être en bonne santé et pouvoir apprendre, mais il y a également les vagues de chaleur qui affectent physiquement sa capacité d'apprentissage. Ils sont moins concentrés, ils sont de maux de tête, ils arrivent même à s'évanouir. Donc ça affecte vraiment. Et on voit qu'il y a une baisse dans les résultats des différentes régions quand la saison chaude arrive. Et qu'est-ce que vous recommandez? Que faut-il vraiment faire afin de réduire l'impact du changement climatique chez les enfants? Bon, il faudra d'abord assurer que les systèmes sociaux de base sont à point, puissent répondre aux différentes situations auxquelles on va faire face. Donc si je viens dans les systèmes de santé, que par exemple les systèmes de santé et les acteurs de santé ils ont des connaissances sur ce qui arrive, ce type de maladies qui des fois sont nouvelles, ou pourquoi il y a des pics de maladies, et pour pouvoir répondre à ça. Mais il y a également toutes les questions de eau, hygiène, assainissement, comment on peut faire des systèmes d'accès à l'eau plus résilients au climat. Et ça, c'est la question de protection. Mais il y a également aussi tout ce qui est, je ne sais pas comment on dit en français, empowerment. Donc, outiller les enfants avec les connaissances et les compétences pour faire face aux changements climatiques, pour faire des choix plus en lien, en paix avec la nature, comme on dit. Et également, la question de participation. Comment les enfants et les jeunes puissent participer dans les politiques publiques pour pouvoir s'assurer que ces besoins, ces problématiques, mais également les solutions proposées par eux, font partie de toutes ces politiques et des réponses du gouvernement. Lucia Sáenz Terreiro, spécialiste environnement et adaptation au changement climatique au bureau de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Nous restons au Sénégal et nous prenons cette fois la direction de Kédougou. Le fleuve de la Gambie a dépassé de 19 cm sa cote d'alerte dans cette région située dans le sud-est du Sénégal. Si cette tendance à la hausse se poursuit, une onde de crue pourrait se propager tout au long du fleuve. Plus de détails avec Cheikh Ndiaye. L'annonce est du chef de la brigade des ressources en eau de la région de Tambacounda. Selon Mamadou Diop, le fleuve de la Gambie a dépassé de 19 cm sa cote d'alerte à Kédougou dans le sud-est du Sénégal. Un peu plus tôt, le ministère de l'Hydraulique a noté une montée subite et fulgurante du niveau de l'eau à la station de Kédougou. Mardi à 17h, le niveau de l'eau du fleuve a atteint 6,97 mètres alors que la cote d'alerte y est de 7 mètres, soit un écart de 3 cm. Cette tendance à la hausse pourrait entraîner des risques de débordement du fleuve par endroits, indique le ministère de l'Hydraulique. Une onde de crue pourrait alors se propager tout au long du fleuve, complète le chef de la brigade des ressources en eau de la région de Tambacounda. Mamadou Diop estime que les stations hydrométriques de Mako,
Simanti et de Gouloulou, basées à Tambacounda, pourraient être les premières zones affectées. Le ministère de l'Hydraulique invite ainsi les populations vivant près du fleuve à observer une vigilance maximale. Cheikh Ndiaye, merci. Nous en sommes à la seconde partie de ce magazine et nous allons parler de bioculture. Le Togo a abrité du 28 au 30 août dernier le premier sommet de la jeunesse africaine sur la diversité bioculturelle. Plusieurs pays ouest-africains et du centre ont pris part à cette rencontre, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Ghana ou encore le Cameroun. Un moment d'exposition des pratiques agricoles en lien avec différentes réalités culturelles. Komlan Adossou, bonjour. Vous êtes le président de l'ONG Jeunes Alliés de la Nature. Plusieurs leçons sont en train d'être tirées de ce premier sommet de la jeunesse africaine sur la diversité bioculturelle qui s'est tenu du 28 au 30 août dernier. Que faut-il retenir concrètement, notamment dans le domaine de l'environnement? Déjà, nous avons été assistés par des autorités comme le préfet elle-même était de la partie. La jeunesse a donc, avec ces années, discuté des problématiques liées directement au climat, à la biodiversité et à la revalorisation de notre identité culturelle africaine qui est directement en lien avec l'agriculture traditionnelle, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie, la préservation de la biodiversité, le droit à la terre et toutes ces problématiques qui minent le développement de nos contrées aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on pourra retenir par rapport à ce sommet qui a duré 3 jours. Spécialement côté environnement, domaine de l'environnement, ce qu'on peut retenir, c'est que l'environnement n'est pas une chose extérieure à l'être humain. L'être humain fait partie intégrante de son environnement. En réalité, quand on parle de défense de l'environnement, protection de l'environnement, tout ça, les gens ont tendance à croire que c'est une chose extérieure à nous, c'est une chose extra de notre personne, alors on néglige un peu la chose. Mais quand nous réalisons que nous sommes éléments tangents de la nature et que nous sommes dans cette nature en tant que partie d'elle, on va comprendre que notre suivi dépend quand même de la suivi de l'environnement. Et l'analogie que nous avons l'habitude de faire en tant que jeunes alliés de la nature, nous considérons l'écosystème de la nature, les végétaux, la faune, la flore, tout ça, et l'être humain comme ensemble. Et nous nous demandons, est-ce que la nature, l'environnement pourra exister sans l'homme? Eh bien, la réponse est oui. Mais est-ce que l'homme pourrait exister sans l'environnement, sans la nature, sans la faune et la flore, sans l'écosystème naturel? Et la réponse, c'est non. Et quand nous comprenons cela, nous savons quand même que nous devrions protéger cette nature-là, cet environnement-là, et que notre vie en dépend. L'accent a été mis sur la valorisation du patrimoine, la reconstruction de l'identité, la préservation des savoirs en faveur de l'autonomisation de la jeunesse et du développement, un thème qui met un lien direct entre jeunesse et agriculture. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes tels que le changement climatique, la disparition de certaines espèces. Et tout ça est le résultat d'une somme de mauvaises actions que l'être humain avait commises sur Terre. Aujourd'hui, il y a des lois, des propositions de lois par les organisations de la société civile impliquées dans la protection de l'environnement qui proposent des lois aux États. Mais les dirigeants de ces États-là, excusez-moi, dans la majeure partie des cas comprennent, mais il y a d'autres qui ne comprennent pas. Mais malgré ceux qui comprennent aussi pour des enjeux économiques purement capitalistes, quand même, n'arrivent quand même pas à voter de lois réelles pour contribuer à ralentir ces maux qui minent nos sociétés. Donc nous lançons aussi un appel, un plaidoyer envers ces dirigeants-là et nous disons, la nature c'est notre affaire. Nous devrons tous quand même protéger la nature et l'environnement, préserver le climat. Parce que le changement climatique, par exemple, c'est une problématique qui a plusieurs dérivés. La faim, les migrations. Donc, on exhorte nos dirigeants de partout quand même d'être appelés à la cause afin que nous puissions bâtir un monde un peu plus juste, un peu plus vert. L'accent a été aussi mis sur l'importance de la médecine traditionnelle et de la cosmotopée, avec notamment les plantes locales. Quelle est justement l'importance de la médecine traditionnelle et quel appel lancez-vous pour la protection des plantes thérapeutiques?
Oui, tout au long de ce sommet, nous avons quand même, parmi les problématiques, les domaines qu'on a abordés, il y avait aussi la santé. Quand on dit la santé, ce qui revient, c'est la médecine. Et quelle médecine? La médecine, je ne dirais pas traditionnelle forcément, mais plutôt la médecine naturelle, la thérapie par les plantes. Ça, c'est un domaine qui nous incombe. Aujourd'hui, nous avons remarqué que quand on tombe malade, le premier réflexe que vous avez, c'est d'aller à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital, le médecin vous examine et vous prescrit des médicaments. Ces médicaments, pour la plupart, sont fabriqués dans des pays peut-être asiatiques et avec des chercheurs peut-être européens. C'est pour dire que c'est des... Excusez-moi, ce n'est pas vraiment conforme à nos réalités. Et le pire, c'est des éléments chimiques qui ont été associés, des molécules si on veut, qui ont été isolées chimiquement, qui ont été utilisées pour fabriquer ces médicaments. Alors que nous savons par exemple que pour le palu par exemple, il y a dans l'artémisia des capacités de guérison. Et est-ce que l'Afrique ne peut quand même pas retourner vers ces solutions naturelles de guérison, les plantes? Nous avons fait des milliers d'années sur Terre déjà. Tout ce temps, les gens ont été malades et les gens ont été guéris. Ce savoir-faire maintenant traditionnel peut être revu avec les moyens qui existent actuellement. On met des moyens dedans pour développer quand même de nouvelles solutions de guérison propres maintenant à nos réalités et qui existent sous la main. Comme l'an Adossou, vous avez tenu une caravane à Lomé dans le cadre de ce sommet pour appeler à lutter contre les effets du changement climatique. Comment comprendre justement cette manifestation? Pour la caravane, c'est beaucoup plus de la sensibilisation. La sensibilisation et de la dénonciation. Donc nous sommes armés de nos jambes, au chant et au pas, on a cadencé, on a réclamé avec des messages forts tels que touche pas à ma terre, tels que de vraies lois pour le climat. En tout cas, c'était quand même vivant. C'était vivant et c'était avec beaucoup d'énergie qu'on a fait savoir à la population locale et aussi à la presse que voilà, nous sommes là et que notre climat, notre biodiversité, nous devons quand même rappeler aux gens que ça nous appartient et il nous appartient aussi de défendre ça. Nous avons fait savoir ce qui ne va pas. Voilà ce qu'on peut en tirer. Et nous croyons fermement que ce message va porter des fruits afin que des changements positifs soient observés. Comme l'an Adossou, vous êtes le président de l'ONG Jeunes Alliés de la Nature. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les opérations de sauvetage se poursuivent à Maïdougouri au Nigeria où la rupture d'un barrage suite aux fortes pluies a provoqué de graves inondations. La capitale de l'état de Borno dans l'extrême nord du pays est sous les eaux. On dénombre une dizaine de morts et de nombreux dégâts matériels. Plusieurs habitants tentent de trouver refuge dans d'autres villes de l'état. Le vice-président nigérian s'est rendu sur place pour tenter d'apporter un peu de réconfort à la population et le soutien de l'état fédéral. Plus de précision de Demba Amarhan. Après des pluies torrentielles dans la nuit de dimanche à lundi, le barrage de l'Alaou au sud de la ville de Maïdougouri a cédé. La capitale de l'état de Borno dans l'extrême nord du Nigeria est depuis inondée. Le premier bilan provisoire fourni ce mercredi fait état de 7 morts et des milliers de sinistrés. Plusieurs centres d'accueil ont été installés à Maïdougouri pour accueillir les familles touchées par ces inondations. Des routes, des ponts et plusieurs autres infrastructures ont aussi été détruites. Les maisons et les voitures qui ont pu résister à la puissance de l'eau sont submergées. Les 800 000 habitants de la ville de Maïdougouri fuient la montée des eaux et se réfugient dans d'autres localités de l'État épargnées par les inondations. Le vice-président nigérien, originaire de la localité, s'y est rendu pour tenter d'apporter réconfort et le soutien de l'État fédéral. Kashim Shetima. Si Dieu le veut bien, nous resterons unis et nous unissons nos forces pour faire face à cette épreuve difficile. Je tiens à vous rassurer qu'aussi bien les institutions de l'État de Borno que l'État fédéral prendront toutes les mesures nécessaires pour vous soutenir et surtout vous soulager. Nous veillerons à ce que vos droits fondamentaux soient respectés en vous apportant de l'aide. Nous vous remercions déjà pour la maturité dont vous avez fait preuve jusqu'ici en cette période difficile. D'après le gouverneur de l'État de Borno, $2 millions seront décaissés pour apporter une réponse.
Il a par ailleurs invité la population à la prudence car des crocodiles, des serpents et d'autres animaux dangereux de Maïdougouri se sont échappés. Et c'est cet élément de Demba Amar Anne qui signe la fin de cet épisode de Planétaire. Merci de l'avoir écouté. À la présentation, Mustapha Diakité, émission que vous pouvez réécouter sur notre site www.wadr.org. Merci également à nos radios partenaires. Planétaire revient jeudi prochain, mais d'ici là, portez-vous bien.